On se retrouve ici pour une vidéo sur la rentabilité. Et donc, avant tout, n'oublions jamais que faire des affaires, développer une entreprise, une organisation, peu importe que ce soit à but lucratif ou pas, pour faire de l'argent ou pas, qu'une association, l'objectif va toujours être d'avoir des recettes, au pluriel, il ne faut pas que tous les produits non plus rapportent pour qu'on puisse être rentable, mais il faut que les recettes soient supérieures aux coûts. Ça, c'est l'élément de base qu'on ne doit jamais oublier. Nos produits, l'argent qui rentre, doit être supérieur au total des charges, l'argent qui sort et tous les coûts qu'on a. Alors, quand on fait le business plan d'une entreprise, donc on fait le plan d'affaires, on essaye d'envisager deux choses à tout niveau, que ce soit pour un nouveau projet, pour lancer une nouvelle entreprise ou lorsque l'entreprise est déjà lancée. On a toujours deux alternatives de base, soit le statu quo, c'est-à-dire ne rien faire, ne pas lancer l'entreprise, rester comme employé ou aller se faire engager ailleurs, ou lancer son entreprise, l'adoption d'un changement. Dans un projet aussi, à un moment, même Facebook ou une autre entreprise comme Google, etc., doit décider est-ce que je vais faire une adaptation, oui ou non. Alors pour ça, on va devoir aller regarder les coûts. Les revenus, c'est un élément, les ventes, chiffre d'affaires, tout ce qui peut nous rapporter de l'argent. Mais au niveau des coûts, on a une série de coûts. On a vu des catégories de coûts. Si vous regardez d'autres vidéos sur la catégorisation des coûts, il y a les marchandises et matières premières, donc ce qu'on achète et qui est pour le client. Les frais généraux, tout ce qu'on dépense au fur et à mesure de l'année pour faire fonctionner l'entreprise. Les investissements, ces achats particuliers qui gardent de la valeur, qui vont nous rapporter quelque chose sur plusieurs années, qui vont nous être utilisés pendant plusieurs années. On a évidemment les salaires et les rémunérations si on a éventuellement des employés, des ouvriers. Et alors la partie prélèvement obligatoire, les taxes, par exemple la taxe régionale ou sur les déchets ou autres qu'on pourra avoir dans le cadre de notre entreprise. Mais ce qui va nous intéresser ici pour la rentabilité, ce sont les aspects comportementaux. Donc comment se comportent nos coûts. Et là-dessus, on va identifier deux grandes catégories, les fixes et les variables. Alors, peu importe la situation, même dans les très grandes entreprises, on va toujours envisager des scénarios où on arrive à distinguer les coûts fixes des coûts variables. Évidemment, vous allez me dire, il y a des coûts hybrides, des coûts avec une partie fixe qu'on doit de toute façon payer chaque mois, et une autre partie qui serait variable à chaque fois qu'on doit produire quelque chose en plus. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'isoler la partie fixe de la partie variable pour bien revenir sur nos deux catégories de base. Alors quand on dit fixe ou variable, c'est fixe ou variable en fonction des quantités. Et là, c'est très très important de considérer que ce qu'on produit et ce qu'on vend, ça va être la même chose. Si ce n'est pas le cas et qu'on a du stock en trop, ou c'est des choses qui vont être reportées à l'année suivante, ou des pertes ou des vols, etc., ce sera un coût qu'on doit considérer sur l'activité, mais ce n'est pas parce qu'on va vendre une unité en plus ou en moins qu'on va se retrouver avec ce surplus. Donc on va se concentrer vraiment sur l'essentiel. Est-ce que mon coût évolue, oui ou non, en fonction des quantités? Derrière, il y a l'économie d'échelle. Mes coûts fixes, s'ils sont importants, c'est clair que je dois réfléchir au fait que au plus je vais vendre, au plus je vais avoir de volume, au plus ces coûts fixes seront répartis sur un grand nombre de transactions. Et ça, c'est un élément clé pour toutes les entreprises. Alors évidemment, on peut aller plus loin, on peut faire plein de vidéos très très complexes, parce qu'un euro, c'est pas toujours un euro ailleurs. Il faut penser à l'aspect de logistique. Est-ce que l'atelier que j'ai ou l'entrepôt que j'ai se trouve au bon endroit par rapport à ça? Il y a notre circuit de distribution, on va travailler en direct avec des intermédiaires ou pas, etc. La zone de chalandise, si je fais une démarche au niveau de l'immobilier et que je prends un endroit qui est très bien situé, où il y a beaucoup de prospects, donc de clients potentiels qui vont passer, ça va évidemment être différent. Et donc on a cette notion de coût d'opportunité. Si j'avais fait autrement, avec d'autres éléments ailleurs, etc., ce qui serait passé. Ça, c'est une partie du débat, mais quand on va envisager notre scénario de rentabilité, il va falloir fixer les choses. Il va falloir simplifier pour aller à l'essentiel. Donc, on se concentre sur les coûts fixes et les coûts variables. Tout ce qui est coûts semi-variables, les semi-variables, donc
une partie qui est fixe, une partie qui évolue, etc., on va essayer d'éviter complètement ça. Et généralement, si on se trouve bloqué par rapport à ça, c'est qu'on a mal approché notre matière ici, notre analyse, on est allé trop sur les détails. On doit vraiment se concentrer sur qu'est-ce qui évolue en fonction des quantités et qu'est-ce qui n'évolue pas. Alors évidemment, on a des paliers. Si on prend un exemple extrême, comme une usine qui vendrait des yaourts ou qui vend des voitures, forcément, si votre usine est capable de produire en une année 10 millions de yaourts, si vous avez besoin de faire un yaourt en plus que ces 10 millions, vous allez devoir construire une usine supplémentaire. Et donc vos coûts fixes vont évoluer d'un palier énorme à ce niveau-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours considérer nos scénarios de rentabilité dans le cadre d'un volume donné. Ce qu'on est capable de faire avec ce qu'on a. On envisage des scénarios, on simplifie. Si on hésite entre engager une ou deux personnes, on va faire notre scénario de rentabilité avec une personne et notre scénario de rentabilité avec deux personnes éventuellement. Alors de là, ce qu'on cherche en fait, quel est le but ultime? C'est cette notion de coût marginal. Quel est le coût de produire et de vendre une unité en plus? Je vends des t-shirts, quel va être le coût parce que je veux vendre un t-shirt de plus? Évidemment, on pense à l'aspect de tissu, l'encre pour imprimer, etc. Ce que ça va nous coûter pour ce t-shirt en plus. Ça va être le coût variable, hein. Sauf si on a éventuellement ce panier, comme on a expliqué avec les yaourts, ça va être notre coût variable. Ce coût qui est là parce que je fais une unité supplémentaire. Y compris dans le bâtiment, je fais un chantier supplémentaire. Si je considère mes chantiers, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que je vais avoir comme coût pour ce chantier supplémentaire? Ou si je veux regarder ma rentabilité en termes de nombre de jours où je travaillais sur l'année pour arriver à couvrir mes coûts fixes, on va passer à qu'est-ce que me coûte un jour de plus en termes de coût variable. Et à ça, on va opposer alors le revenu marginal, ou différentiel, ça dépendra du référentiel dans lequel vous êtes. Donc ce revenu amené parce qu'on a vendu une unité additionnelle. Sauf cas complexe, donc dans la grande majorité des cas, ça va être tout simplement le prix, le prix de vente. Combien on va pouvoir obtenir parce qu'on a une unité de plus vendue. Et là se retrouve notre mouvement de fonds différentiel. Donc, cet argent qui rentre, moins cet argent qui sort pour une unité en plus. Et ça, cette différence-là, elle est très importante. Parce que c'est notre contribution marginale. C'est la façon dont chaque unité vendue en plus va contribuer à couvrir nos coûts fixes. Donc on est vraiment là, contribution marginale, contribution de l'unité additionnelle à la couverture des coûts fixes. C'est à force d'accumuler cette marge, donc cette différence entre le revenu d'une unité en plus et le coût d'une unité en plus vendue, qu'on va pouvoir payer nos factures de coûts fixes. Le salaire de la personne qui est là, peu importe qu'on vende une unité en plus ou en moins. Si on a investi dans un véhicule, une camionnette, c'est pas parce qu'on va faire un chantier en plus ou qu'on va faire une vente en plus qu'on va devoir acheter un bout de véhicule en plus ou un nouveau véhicule. Donc ces éléments de coût fixe, il va falloir les payer aussi. Et donc, comment ma marge va pouvoir me permettre de payer ces éléments supplémentaires? Alors on a évidemment plusieurs produits dans une entreprise, plusieurs activités, départements, etc. On aura la notion de coût direct, les coûts qui peuvent directement être associés à l'entité, et les autres coûts sont forcément indirects. Imaginez de nouveau notre usine qui produirait différentes sortes de yaourts et d'autres produits laitiers. La lumière du couloir, la lumière qui est tout en haut des machines, on ne va pas pouvoir l'associer de façon directe à un élément, à une ligne de production. Donc il va falloir gérer ce genre d'éléments. Mais derrière, une fois qu'on a bien identifié la situation pour un produit, il est facile d'élaborer pour plusieurs produits. Essayez d'abord de bien comprendre un cas où on a un seul produit, et après, ce n'est que en identifiant ces coûts directs et indirects qu'on va pouvoir regarder les autres situations. Mais concentrons-nous sur une situation sans ajouter ces éléments de complexité. Coût fixe, coût variable, pour un produit, essayons déjà de comprendre comment ça fonctionne.
quand fait-on des profits? Notre seuil de rentabilité, ce seuil, ce cap entre faire des pertes ou des bénéfices, donc pour notre résultat, être en négatif ou en positif, c'est ce qu'on va aller chercher. Donc, si on regarde notre seuil de rentabilité, on va considérer nos recettes totales, qu'on va appeler RT, qui sont égaux à nos coûts totaux. Donc l'ensemble de l'argent qui rentre est égal à l'argent qui sort qu'on va devoir dépenser. Imaginons un cas concret, un entrepreneur. On va prendre quelque chose de très simple, coût très limité, quelqu'un qui produit par exemple des objets avec son imprimante 3D, juste besoin de la cartouche, un peu de matière pour produire le nouvel élément et qui le vend. Tout ça, imaginons, ça revient à 1750 € par mois. Frais variables, 50 cents par unité. Ben oui, à chaque fois qu'on va imprimer un objet 3D, il va falloir bien utiliser de la matière, et donc cette matière-là, elle nous coûte. Donc chaque unité vendue va nous générer un coût supplémentaire. C'est ce qu'on appelle nos frais variables ou nos coûts variables. Imaginons que l'entrepreneur a l'intention de mettre en vente le bien à 5 €. Voilà. Vous faites un business en tant qu'indépendant complémentaire ou quelque chose en plus. Vous avez juste ces frais-là qui sont là, et vous savez qu'à chaque fois que vous vendez une unité, ça vous aura coûté 50 cents, mais vous avez une entrée d'argent de 5 €. Si on annule ça, si on analyse, on regarde de façon claire, imaginons nos quantités qui évoluent dans le temps. Sur un mois donné, coût fixe, 1750 €. Mes quantités évoluent, mon coût fixe reste fixe, puisqu'on a dit que c'était fixe en fonction des quantités. 1750 € à chaque situation. Par contre, notre coût variable, on a dit, on a 50 cents à chaque fois. Donc si on a 0 quantité vendue, on n'a aucun coût variable. Imaginons qu'on va chaque fois acheter les cartouches chez le voisin d'à côté, on a un coût qui évolue comme ça facilement. Si on a 100 unités, 100 fois 50 cents, ça nous fait le 50 €. Et ainsi de suite, 500 unités, 250 €. Notre coût total, donc, c'est nos coûts fixes, plus notre coût variable. Donc, 1750 € plus les 50 € va nous donner 1800 €. Et ainsi de suite, jusqu'à 1750 plus 250, ça nous fait 2000. Donc si on a une quantité de 500, dans ce cas-là, on va se retrouver avec 2000 € de coûts totaux. Regardons l'évolution des recettes. Celles-là, elles évoluent à coût de 5 €. 0 unité, on n'a rien qui rentre. Si on n'a rien vendu, on n'a pas d'entrée, on n'a pas de recette, il n'y a pas d'argent qui rentre. Si on a 100 unités à 5 €, ça nous fait bien 500 €. Et ainsi de suite, 500 unités fois 5 €, ça nous fait 2500 €. Et de là, on va pouvoir déterminer notre résultat. Donc, forcément, si j'ai mes coûts fixes qui sont là, j'ai mes 1750 €, mes gênés, loyers, etc. Si j'ai rien vendu, pas d'entrée, donc j'ai uniquement un résultat négatif de moins 1750 €. Et ainsi de suite, au fur et à mesure, mes revenus commencent à compenser mes coûts. Bien que mes coûts évoluent, mes recettes ici évoluent plus rapidement. Donc à 200 unités, je suis à 1850 € de coût. Avec mes 1000 €, 1000 € moins 1850, ça nous fait moins 850. Jusqu'au moment où on voit qu'on approche des 400 et qu'on arrive à une situation où on passe en positif. Et donc on voit ici avec un simple tableau, sans devoir faire de calcul, comment évoluent nos coûts. On peut déjà estimer que, en s'approchant des 400 unités, on va atteindre notre seuil de rentabilité. Donc ce seuil, cette limite, à partir de laquelle on a couvert l'ensemble de nos coûts totaux. Et donc forcément notre partie variable, mais également la partie fixe. Puisque quand on est à 0, cet élément fixe est toujours là, on est toujours avec nos 1750 € à devoir couvrir. Si on regarde au niveau d'un graphique, regardons ici l'évolution, on a en euros ici l'ordonnée et en abscisse les quantités. On fait évoluer notre droite de revenu à coût de 5 €. Et on a notre droite des coûts totaux qui démarre déjà à combien? À 1750, puisque peu importe les quantités, on a au minimum 1750 ici de coûts fixes. Et on a nos 50 cents qui font évoluer notre droite légèrement ici pour monter. L'intersection des deux droites représente bien notre seuil de rentabilité. On voit qu'on est effectivement ici à un résultat où on a
ni gain, ni bénéfice, aux environs des 400 unités. La différence en fait qu'on aura entre les droites, c'est notre résultat négatif ici ou notre résultat positif. Au plus on va évoluer en quantité, dans un modèle pareil ici, au plus on aura un résultat positif. Alors au niveau mathématique, qu'est-ce que ça donne? Calcul du seuil de rentabilité, au point mort, on peut le calculer avec une précision en faisant l'égalité suivante. Nos recettes totales égale nos coûts totaux. Recette totale, on a vu, c'était le prix de vente fois la quantité. Dans notre exemple, les recettes totales, c'est égal à 5 € fois la quantité. Donc 5 fois Q les quantités. Notre coût totaux, on a vu qu'il y avait une partie coût fixe, plus le coût variable unitaire fois les quantités. Donc, le coût total, 1750 € plus 50 cents multiplié par les quantités. À chaque fois qu'on aura une quantité en plus, il faudra rajouter 50 cents. On met l'égalité entre les deux. Donc, on a nos 5 fois les quantités, les 5 € fois les quantités, est égal à 1750 plus 50 cents fois les quantités. Puisque le seuil de rentabilité, c'est justement cette limite entre les deux. Le moment où les recettes totales sont égales aux coûts totaux. Si on fait passer ici nos 50 cents de l'autre côté, donc on fait moins 50 cents ici, moins 50 cents ici, ça nous donne nos 5 moins 0,5. Et là, on voit en fait notre fameuse contribution marginale. Les 5 € moins les 50 cents, c'est 4,50 € fois les quantités, qui doivent être égales aux 1750 € de coût fixe. Et donc notre quantité ici, pour être au seuil de rentabilité, on fait 1750 divisé par, mettez bien les parenthèses, hein, nos 4,50 €, donc 5 € moins 0,50. On voit que ça fait 388 AD, qu'on doit toujours arrondir un seuil de rentabilité vers le haut. Hein. L'idée, c'est pas de rester en négatif, n'arrondissez jamais vers le bas, arrondissez toujours à l'unité supérieure. Et notre formule, notre seuil de rentabilité est égal au coût fixe divisé par le prix de vente unitaire moins le coût variable unitaire. Je propose de faire dans une autre vidéo un exercice. Imaginons un autre entrepreneur, vous pouvez le faire chez vous aussi. Frais fixes 2500 €, 5 € de frais variables, et l'entrepreneur a l'intention de mettre en vente le bien à 13 €. Qu'est-ce que ça nous donnerait comme résultat? À vous de le calculer.